Ravie aujourd'hui de vous accueillir dans ce webinaire sur le transport sanitaire, comment prévenir les risques professionnels. Je vous remercie au nom de la CARSAT donc d'être présent, à ce webinaire. Nous allons ce webinaire à plusieurs voix, donc avec mes collègues, ici présents, qui sont, Brice Charbonnet, pardon, conseil à la CARSAT Auvergne. Alexandre Sanmarty, qui est contrôleur de sécurité à la CARSAT également. Jean-Xavier Tisserand, contrôleur de sécurité. Donc Alexandre et Jean-Xavier, plus précisément du Centre de mesures physiques. Je suis moi-même responsable communication, donc je vais. Et puis en backup, notre modératrice Sylvie Baudiman qui pourra répondre aux questions et voilà, vous donner toutes les informations dans le chat. Un petit rappel, malgré tout, avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, de l'organisation de notre réseau pour bien comprendre. Donc nous sommes un réseau organisé autour de 3 missions que sont déjà la prévention, donc c'est le cas aujourd'hui en termes de prévention des risques professionnels. La CARSAT Auvergne de tarification, donc nous tarifons taux de cotisation AT-MP entreprise et puis au niveau donc du réseau assurance maladie également, nous avons la réparation, hein, réparation des accidents du travail et maladies professionnelles qui sont, cette mission se situe dans les caisses primaires. Donc caisse primaire CARSAT, CGSS, CRAMIF, nous formons, le réseau assurance professionnelle et nous travaillons bien entendu avec l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité. Un rappel de notre rôle à la CARSAT en matière de prévention plus précisément, puisque aujourd en matière de prévention, nous avons une offre de formation que vous pouvez retrouver notamment sur notre site internet, donc dans différentes thématiques. Nous pouvons vous apporter toute la documentation technique également, grâce, à notre espace documentation, que vous pouvez joindre, sur rendez-vous et puis par mail. Toutes les informations sont également sur notre site internet CARSAT Auvergne et bien entendu, mes collègues ici présents aujourd'hui qui le représentent, donc les entreprises sur des risques bien particuliers, des thématiques bien particulières. Aujourd'hui, nous parlons du transport sanitaire, mais bien entendu des risques particuliers et nos contrôleurs et ingénieurs, vous accompagnent, sur cette prévention, des risques. Nous sommes ensemble, pour environ 1 heure, donc nous allons, aborder 3 grands sujets, donc à peu près environ pendant 45 minutes et puis nous prendrons du temps pour répondre à vos questions, que vous allez poser au fur et à mesure dans le chat. Donc nous prendrons plutôt ce temps-là en fin de webinaire. Alors, ce que nous allons voir aujourd'hui dans une première partie, ce seront donc les activités liées au transport sanitaire, un rappel que Brice Charbonnet vous présentera. Puis, nous aborderons bien sûr la prévention des risques professionnels dans votre secteur. Et enfin, dans une troisième partie, les solutions pour les petites entreprises par rapport à cette thématique. Un rappel également, sur cette offre que nous allons vous présenter aujourd'hui. C'est une offre qui a été vraiment, construite avec les acteurs de la profession, c'est-à-dire des acteurs qui vous représentent aujourd'hui, effectivement pour être au plus proche du métier que vous exercez au quotidien. Un rappel, malgré tout avant de rentrer donc dans le vif du sujet et avant de céder la parole à Brice. Donc pour utiliser Webikeo, puisque ce webinaire, est organisé via la plateforme Webikeo, donc vous avez un chat qui est disponible, donc sur lequel vous pouvez poser des questions ou commenter, tout au long du webinaire. Notre modératrice, pourra répondre, à ces questions et malgré tout, nous répondrons plus précisément à ces questions-là en live à la fin du webinaire. N'hésitez pas si vous avez des problèmes de réseau également à actualiser, hein, votre
votre ordinateur pour nous suivre parce qu'il peut toujours y avoir, effectivement, des problèmes de réseau. Donc je vous souhaite un bon webinaire. Je cède maintenant la parole à Brice Charbonnet pour la première partie de ce webinaire. Bonjour à tous, merci Nathalie. Donc pour rentrer, je suis donc Brice Charbonnet et pour rentrer dans le cœur du sujet, je vais vous proposer donc de resituer un petit peu l'activité du transport sanitaire vis-à-vis des enjeux de la prévention des risques professionnels. Alors, le public de ce webinaire n'étant pas constitué uniquement d'ambulanciers, par exemple, il peut y avoir aussi des préventeurs et d'autres activités. Je propose simplement, effectivement, de rappeler les grandes lignes, on va dire, des activités. Très simplement, nous avons donc deux types principaux de transport, l'aide d'urgence et une aide non urgente, plutôt sur prescription médicale, avec plusieurs catégories de véhicules dans cette activité-là. Une catégorie dite A, avec deux types de véhicules, pour les premiers soins, les soins d'urgence et pour les soins intensifs et la réanimation. La catégorie C, qu'on appelle le type A, donc où il n'y a pas de détresse spécifique, ce sont les ambulances, j'ai envie de dire, plus classiques. Et puis notre catégorie D, qu'on connaît aussi sous le nom de VSL, donc véhicules sanitaires légers. Et effectivement, dans les catégories, les deux premières catégories, nous avons donc un transport de un seul patient allongé, unique donc. Et puis les catégories D, on peut transporter jusqu'à 3 patients en position assise. Pour finir ce tableau très rapide et global, j'ai replacé à titre indicatif quelques données comme le code APE, ce genre de choses. Et puis, on va surtout s'intéresser en fait aujourd'hui vraiment au cœur du métier d'ambulancier et d'auxiliaire ambulancier, deux métiers principaux donc du transport sanitaire. On notera quand même sur ce diaporama effectivement que certaines entreprises ne font pas que du transport sanitaire, ils font aussi taxi et pompes funèbres. Donc on a d'autres activités en plus, mais que nous n'aborderons pas spécifiquement aujourd'hui. Je vais commencer par évoquer quelques chiffres. Alors ce sont des chiffres de 2019, puisque nous avons des chiffres consolidés avec un petit temps de décalage pour avoir vraiment tous les chiffres de l'année concernée. Donc, c'est les chiffres statistiques de la sécurité sociale. Donc, sur le tableau que vous voyez le nombre de SIREN, c'est-à-dire le nombre d'entreprises en France, effectivement, donc de l'activité transport sanitaire. Donc, nous en avons un petit peu moins de 5600 entreprises qui représentent environ 60 000 salariés, donc au régime général. En termes de nombre d'accidents du travail, les AT, ce qu'on appelle les AT, les MP, c'est les maladies professionnelles. Donc en termes d'accidents du travail, on a eu en 2019 à déplorer presque 3900 accidents du travail, dont 3617 avec plus de 4 jours d'arrêt de travail. Donc l'essentiel des accidents du travail avait plus de 4 jours d'arrêt de travail. Malheureusement, sur cette même année 2019, il y a eu 3 décès liés au travail, 3 accidents du travail mortels. Côté maladie professionnelle, on a pu nous identifier 94 déclarations et reconnaissances de maladies professionnelles sur cette année-là, et aussi 281 accidents de trajet, donc l'accident de trajet étant l'accident qui se trouve entre le domicile et le lieu du travail. Donc on voit aussi une ligne qui s'appelle IF, c'est l'indice de fréquence. En fait, c'est le nombre d'accidents du travail avec arrêt pour 1000 salariés. Donc, statistique moyenne, et on voit que l'IF, du transport sanitaire, est presque de 65. À titre de comparaison, j'ai mis en plus petit, entre parenthèses, l'indice de fréquence nationale, tout secteur, toute activité confondue en France, qui est de un peu plus de 33. Donc on voit bien qu'effectivement, le transport sanitaire, avec un indice de fréquence qui est le double, reste quand même particulièrement exposé aux accidents du travail. Je vais vous proposer maintenant de faire un focus sur les principaux risques qu'on peut rencontrer effectivement dans l'activité du transport sanitaire. Alors en premier, effectivement, on peut citer par exemple les manutentions et les manipulations de patients, puisqu'effectivement 66% des accidents déclarés sont dus à ces manutentions, à ces manipulations. Il faut aussi savoir que 39% de ce volume-là d'accidents, effectivement, se situe au niveau du dos. Donc le dos est effectivement très sollicité
par l'activité d'ambulancier. Toujours dans les douleurs musculaires, des choses comme ça, nous avons ce qu'on appelle les TMS, donc les troubles musculo-squelettiques. On n'est plus sur les maladies professionnelles. 71% des maladies professionnelles du secteur du transport sanitaire sont donc des TMS des membres supérieurs et inférieurs. 71%, mais on ajoute à ce chiffre 24% de maladies professionnelles aussi au niveau du dos. Donc en fait, au total, on a 95% de maladies professionnelles sur les TMS entre les membres supérieurs et le dos. Alors, pour expliquer effectivement des chiffres aussi importants de TMS, à titre d'exemple, ça peut être en termes de facteurs de risque, ça peut être effectivement peut-être de manipuler des patients en fort surpoids, en obésité, ça peut être des difficultés d'accès, effectivement aussi, peut-être chez certains patients, via des endroits assez exigus, etc., qui nécessitent des gestuels, des postures très sollicitantes de la part des ambulanciers, par exemple. Les déplacements urgents, fréquents, dans des conditions de circulation parfois difficiles, font que 11% des accidents dans le secteur des ambulances sont des accidents de la route. Donc effectivement, il y a quand même un lien aussi avec la circulation routière. Pour continuer sur les principaux risques identifiés, on peut aussi parler du risque lié aux contaminations. Alors, statistiquement, on a des statistiques plus faibles sur le sujet. Néanmoins, alors c'est peut-être dû à une plus grande vigilance, effectivement, des experts du métier sur cette thématique-là, mais le danger reste présent car on a quand même beaucoup de sources potentielles de contamination entre les aiguilles, les projections de liquide biologique, les maladies contagieuses, on parle du Covid, mais il n'y a pas que ça, évidemment. Effectivement, des sources multiples de contamination potentielle pour les ambulanciers. Pour finir avec ce tableau rapide des principaux risques, on peut aussi évoquer les risques psychosociaux. Alors, 2% des accidents du travail reconnus sont dus à des agressions, mais effectivement, c'est peut-être aussi un peu rapide comme chiffre, puisque là, ce sont les accidents reconnus officiellement, mais on peut supposer qu'effectivement, les ambulanciers intervenant souvent dans des situations très compliquées, très délicates, les risques psychosociaux sont bien plus présents que ce simple 2%. Pour rappel, les risques psychosociaux n'englobent pas que les agressions, hein, ça englobe aussi le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, les violences internes. C'est pour définir les risques psychosociaux dans leur ensemble. Mais globalement, on peut considérer que l'activité du transport sanitaire est quand même assez exposante vis-à-vis des RPS. Alors, une fois ce constat fait, on va essayer quand même maintenant d'évoquer les enjeux en lien avec toute cette sinistralité qu'on a vue. Et notamment, le premier enjeu, c'est effectivement l'enjeu humain, c'est-à-dire l'impact pour les salariés, les entreprises. Ça peut se résumer, on va essayer de résumer, même si c'est compliqué, cet enjeu en quelques chiffres clés. Donc, le premier de ces chiffres, on va dire, ça va être le nombre de journées perdues par an pour la profession, qui est quand même assez important, c'est 380 000. Il y a 380 000 journées de travail perdues par an, puisque c'est 380 000 jours d'arrêt, en fait, liés aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dans leur ensemble sur le secteur du transport sanitaire. Donc un premier chiffre qui est quand même assez important. Je continuerai par le chiffre de 87 jours d'arrêt. Ça, c'est une moyenne pour les accidents du travail. C'est-à-dire, en moyenne, un accident du travail va entraîner 87 jours d'arrêt pour le salarié concerné. Aussi, un chiffre assez important. Pour finir, pour une maladie professionnelle, nous avons, toujours en moyenne, 330 jours d'arrêt en moyenne pour une maladie professionnelle, pour un ambulancier. Voilà, c'est presque une année, et c'est une moyenne, donc ça peut aller bien au-delà. On voit tout de suite, effectivement, pardon, je suis allé un peu vite, on voit tout de suite la nécessaire mobilisation de l'ensemble des entreprises et de la profession pour essayer effectivement d'agir durablement sur ce volet prévention, parce que ces chiffres, effectivement, sont orientés plutôt vers la baisse. Je voudrais juste un peu les idées reçues. On travaille dans le secteur de la santé, qu'on est à l'abri d'accidents ou de maladies. Tout le monde peut être effectivement concerné, même les professionnels de santé que sont effectivement les ambulanciers, évidemment. Alors,
on va rentrer effectivement sur aussi un volet sur l'aspect socio-économique de l'accidentologie. Donc la diapo que vous voyez, c'est effectivement, ça vous indique en fait l'impact direct financier pour l'entreprise. Donc accident du travail, maladie professionnelle de 2021, ce qui veut dire qu'en fait, ce chiffre-là, appliqué à la masse salariale, et on voit effectivement ce que ça représente en termes de coûts salariés. Hein, typiquement, c'est ce chiffre-là. Taux de cotisation de 3,4 heures. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le coût direct. Alors le coût direct, ça représente en fait, c'est la prise en charge des frais de santé, c'est les indemnités, ce qu'on appelle les IJ, les indemnités journalières, c'est les rentes en cas d'incapacité permanente, et c'est aussi les rentes pour les ayants droit, par exemple, hein, en cas d'accident effectivement mortel pour le salarié. Mais pour une vision un peu plus complète de la situation, il faut aussi intégrer d'autres choses. Alors effectivement, pour continuer sur ces coûts, donc Brice, vous parlez de coûts directs. Alors on va vous proposer un petit quiz, hein, vous pouvez répondre directement dans le chat. À votre avis, quelles sont les conséquences occasionnant des coûts indirects pour l'entreprise qui sont générés par les maladies et accidents du travail? Alors allez-y, on vous laisse quelques secondes dans le chat, pour répondre à cette question. Est-ce que vous pensez avoir cette réponse? Peut-être qu'il y a plusieurs conséquences, hein, d'ailleurs, on a mis un pluriel. N'hésitez pas. Donc je sens qu'il y a un petit peu de réflexion parmi l'assistance. Ou alors vous êtes impatient de connaître la réponse ou les réponses. Donc les conséquences occasionnant des coûts indirects pour l'entreprise générés par les maladies et accidents du travail. Aucune, aucune idée ou peut-être par discrétion. Bon, on va vous donner les réponses. Je laisse Brice répondre et donner effectivement toutes ces conséquences. Oui, en fait, je vous ai parlé d'un chiffre, mais derrière, ça se traduit hein, dans l'entreprise concrètement. Ça se traduit par une désorganisation du travail. Si on a quelqu'un effectivement qui est en arrêt du travail suite à un accident, ça peut entraîner des retards, des décalages de planning, par exemple, le coût du remplacement du salarié absent, la dégradation. Alors, toutes ces conséquences s'appliquent évidemment au transport sanitaire, mais globalement à toutes les entreprises, évidemment, dans leur ensemble. Hein. C'est pas exhaustif aux ambulanciers. On peut voir aussi des dégradations de la qualité de vie au travail, hein, de climat social en cas d'accident à répétition. Aussi des dégradations des relations avec les patients, les donneurs d'ordre, les clients, le cas échéant. Ça peut être aussi du coût matériel, évidemment. Hein. Ça peut être plein d'autres choses. Alors, on va vous proposer une autre question. Alors, ça sera plus rapide pour répondre dans le chat. À votre avis, à combien s'élèvent les coûts indirects pour l'entreprise générés par les maladies et accidents du travail? Donc, à combien s'élèvent les coûts indirects pour l'entreprise générés par les maladies et accidents du travail? Alors, plusieurs réponses possibles. Vous aurez le choix entre A, B, C ou D. Donc, A, environ le double du coût direct. B, entre 3 et 5 fois le coût direct. C, entre 5 et 8 fois. Et D, entre 8 et 10 fois. Ou D. Vous pouvez répondre directement dans le chat pour jouer. Alors, pour l'instant, pas de réponse. Donc A, B, C ou D. Petit temps de réflexion peut-être. Ah, ça y est. Donc il y a des réponses B, réponse C, 3, 5 fois, il y a encore une réponse B, du C, du B. Bon, visiblement, il y a ces deux-là. On a le double, on a encore du B. Donc je
Je vois que ça répond. Alors, Brice va nous donner ah, j'ai encore du C, Du du B, B, du C. C. Bon, Visiblement, visiblement, il il y y a a une une grosse grosse hésitation hésitation entre entre la la réponse réponse B et la réponse C. C. Alors, Alors, Brice, Brice, Alors, en gros, hein, c'est la réponse, la bonne réponse. Merci pour vos retours en tout cas. La bonne réponse, c'est la réponse B en règle générale. En règle générale, les études économiques courantes montrent que les accidents ont un coût, mais que le coût indirect de l'accident et de la maladie, c'est entre 3 et 5 fois le coût direct. Donc, voilà, c'est effectivement bien plus. C'est que la partie IJ, indemnité journalière, que j'ai évoquée tout à l'heure, n'est vraiment que la partie émergée de l'iceberg. C'est toute la désorganisation que j'ai évoquée après, les problématiques de remplacement de salariés, les problèmes de conflits sociaux, etc. Tout ça va entraîner des coûts importants pour l'entreprise, donc bien plus importants que que les simples indemnités journalières. Voilà. Donc, pour conclure cette partie-là, je dirais que pour l'ensemble du secteur, les risques professionnels représentent quand même un fort enjeu humain. On l'a vu avec les éléments que j'ai pu vous donner. Un enjeu financier prégnant aussi, mais il ne faut pas oublier l'enjeu juridique derrière, toujours, en cas d'accident grave, en cas d'accident mortel, avec la responsabilité civile ou pénale pour les employeurs. Donc tout ça, ça fait quand même des enjeux assez forts. Voilà, donc j'en ai fini pour cette première partie et je vous remercie de votre attention et je passe la parole à mon collègue Alexandre Saint-Marty. Bonjour, je te remercie Brice pour ce panorama de l'accidentologie. Alors ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est qu'on va pouvoir prévenir les risques dans le transport sanitaire et que pour ça, on va pouvoir vous aider à les prévenir ces risques. Alors 2 étapes, dans la démarche de prévention. La première, c'est l'identification et l'évaluation. Et ensuite, une fois qu'on aura identifié et évalué les risques, eh ben, on va passer à l'action, c'est-à-dire déployer un plan d'action et surtout s'assurer de sa mise en œuvre. Alors d'abord, identifier, évaluer, qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors ça paraît souvent complexe. On va parler du document unique dans quelques instants, mais l'identification des risques, c'est quoi? C'est déjà identifier les postes de travail, l'activité de l'entreprise, qu'est-ce qu'on fait dans l'entreprise et définir des situations de travail par métier dans l'entreprise. Ça se fait pas tout seul dans son bureau, mais avec l'implication des salariés qui sera primordiale. C'est eux qui connaissent le travail, c'est vous qui le connaissez aussi, mais il y a toujours entre le travail réel et le travail prescrit. L'idée, c'est d'avoir de voir quelles sont les activités et d'aller interroger en premier lieu les salariés. Par exemple, où vous vous blessez parfois. Est-ce que vous avez eu un accident ou un presque accident? Est-ce que vous ressentez des douleurs quand vous faites certaines opérations? C'est déjà avoir ces données d'entrée. Mais aussi, c'est rassembler toutes les remontées d'incidents, les accidents que vous avez eus et leurs analyses, bien sûr. Ça peut être complexe d'analyser un accident, mais pour ça, on peut vous aider à faire de l'analyse d'accident par le biais de formations que l'on peut dispenser. Une fois qu'on a fait ce travail, on va réfléchir aux conséquences des accidents potentiels. Est-ce est-ce que c'est mortel? Est-ce que c'est juste léger? Léger entre guillemets parce que même un accident léger pourrait être grave, voire même mortel dans certaines conditions. D'autres choses à prendre en compte, c'est la fréquence d'apparition de ces risques. Est-ce que la personne est exposée, par exemple, juste 5 minutes quand elle ouvre la porte du garage le matin, ou est-ce qu'elle est exposée 8 heures par jour quand elle conduit son véhicule? Vous voyez la différence? Le but, c'est de comprendre la notion d'exposition risque, la notion voilà, d'exposition risque qui peut être importante. Il faut avoir une démarche d'identifier, puis ensuite donc évaluer. Donc, c'est quoi les risques? C'est quoi leur gravité? C'est quoi leur fréquence d'apparition? Et se dire que ces différents risques que j'ai listés, je vais les classer avec des priorités en risque faible, moyen ou élevé. Alors, dès que vous aurez un potentiel accident grave ou mortel, il faudra bien sûr le classer en élevé et prioritaire surtout. Alors voilà l'idée d'identifier et d'évaluer. Et cette évaluation, on va la transcrire dans ce qu'on appelle le document unique d'évaluation des risques. C'est un document réglementaire qui impacte la responsabilité de l'employeur.
Dans ce document, on va retrouver les résultats de votre évaluation avec les différents postes de travail, les différents risques, leur fréquence d'apparition, leur niveau faible, moyen, élevé dont je parlais tout à l'heure. Ce document unique, il va falloir le voir comme surtout comme un outil de pilotage des risques professionnels et avec lequel vous allez avoir une connaissance des risques dans votre entreprise. C'est un outil qui va vous permettre de décider quels sont les risques que vous allez traiter, et surtout quelles sont les actions qu'on va mettre en place derrière. Voilà ce qu'on peut dire sur le document unique qui est souvent considéré comme complexe, mais finalement peut être assez simple et pour lequel nous allons pouvoir vous aider aussi via une note de service dédiée au TPE avec, par exemple, l'outil AEGRA que l'on vous présentera dans un troisième temps avec Jean-Xavier tout à l'heure. Alors maintenant qu'on a identifié les situations à risque, il va falloir agir. Alors vous avez des risques, il va falloir identifier quelles sont les actions que je peux il va falloir identifier quelles sont les actions que je peux mettre en place pour supprimer ou réduire le risque. Là, vous allez vous inspirer de ce que la bonne pratique de la profession met en place, mais également de documentation existante. L'idée, c'est que vous n'allez pas pouvoir retenir toutes les actions et tous les risques. Il va falloir se fixer des priorités et du traitement de ces risques. Et c'est là que vient la cotation faible, moyen, élevé. Vous allez prioriser tout ce qui est élevé, moyen et pourquoi pas faible si les solutions de prévention sont simples à mettre en place. Il va falloir déjà le premier paramètre dans un premier temps, voir le paramètre de la réglementation obligatoire. Il va falloir répondre bien sûr à la réglementation. Par exemple, tout ce qui est contrôle périodique des véhicules, ça coule de source, va être une priorité à mettre dans le plan d'action. Mais après, il va falloir regarder tout ce qui est, par exemple, efficacité et pérennité de l'action à mettre en œuvre. C'est-à-dire, est-ce que cette action est pérenne dans le temps? Quel est le délai pour la réaliser? Si ça met 2 ans avant de pouvoir réaliser une action, qui sera très efficace, est-ce que je vais pas pouvoir mettre en place une action qui est peut-être moins efficace, mais que je vais pouvoir mettre rapidement en œuvre? Heu, il va falloir voir également le coût de la réalisation, le coût par rapport au risque, mais également le coût par rapport à l'entreprise. Est-ce que l'entreprise peut financer ce dispositif de prévention? C'est ces questions qu'il va falloir se poser, mais également aussi le nombre de salariés exposés. Est-ce que ce risque ou cette action du coup que je vais mettre en œuvre ne va concerner qu'un seul salarié ou au contraire 10 salariés de l'établissement? C'est là que la cotation va permettre de voir et d'identifier le nombre de personnes à protéger par rapport à ce risque. L'idée, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on ne pourra pas tout faire tout de suite. Donc c'est pour ça qu'on met un plan d'action et qu'il va falloir lister ces actions. Il faut surtout ne pas être trop ambitieux et vouloir franchir une marche, trop importante d'un seul coup. Il va falloir aller petit pas par petit pas, car si on ne franchit pas des étapes au fur et à mesure, on risque de frustrer également les salariés qui auront participé à la prévention des risques professionnels et du coup, la prévention ne sera pas efficace. Un dernier point qu'il faudra intégrer dans ces actions, ça paraît complexe, mais on peut vous simplifier la tâche. C'est, qu'on se dé place pas, par exemple, un risque par rapport à un autre risque. Par exemple, si je prends un exemple, si je prends l'exemple du risque chimique, un mode de nettoyage des véhicules, est-ce que en modifiant le mode de nettoyage des véhicules, en supprimant un produit chimique, je ne vais pas augmenter les manutentions manuelles? À ce moment-là, je risque de déplacer un risque chimique vers un risque de troubles musculo-squelettiques. Voilà en fait, les différentes actions à prendre en compte et pour simplifier, ce qui est intéressant également, c'est de coter les actions, qu'elles soient organisationnelles, ou techniques. Alors maintenant, voici quelques exemples de pistes d'amélioration que l'on peut rencontrer dans le secteur du transport sanitaire. Alors tout d'abord, ce qui concerne, les risques liés aux manutentions et aux manipulations. Alors, on veillera à utiliser des équipements et matériels adaptés en utilisant des matériels performants et des aides mécaniques.
comme des chaises ou des brancards à assistance électrique. De manière organisationnelle, on peut s'assurer du matériel nécessaire dès la prise d'appel. Et enfin, il existe des dispositifs de formation sur la prévention des risques liés à l'activité physique dédiés au secteur sanitaire et social. Alors, ces propositions ne sont pas exhaustives. Chaque établissement et particulier peut présenter d'autres risques plus ou moins importants. Ce que je vais passer peut-être un petit peu plus rapidement sur les autres risques. Là, en ce qui concerne le risque des accidents liés à la prévention des accidents de la route, les mesures techniques et organisationnelles consistent en une vérification de l'état des véhicules, par exemple, l'organisation également. Ça passe par l'organisation des déplacements, la formation des salariés, en plus des formations obligatoires bien sûr, mais on va pouvoir également mettre en place un protocole de communication au volant. Sur les risques liés, sur la prévention des risques liés à la contamination par l'exposition au sang, pardon, il convient de rappeler la conduite à tenir en cas d'exposition justement d'AES et d'afficher le protocole qui sera mis en place et ça passe également par de la formation. D'un point de vue technique, il faut s'assurer de mettre à disposition des salariés des protections individuelles jetables et des gants adaptés et jetables également. Sur la prévention des risques d'agression, il sera mis en place un dispositif pour faire remonter les informations sur les sources de conflit en faisant le suivi des incidents. La prévention, ça passe par des consignes claires aussi auprès des patients et une bonne communication pour éviter toute source de malentendu. Pour ça, la formation des salariés peut s'avérer nécessaire. Voilà ce que je voulais vous dire sur la méthodologie de prévention des risques liés au transport sanitaire. Et maintenant, je vais donner la parole à Jean-Xavier en ce qui concerne les solutions pour les TPE. Et merci Alexandre. Alors oui, les solutions pour les entreprises par rapport à votre activité, il a été mis en place une offre de prévention pour les TPE et c'est l'objectif de ce programme consiste à faciliter le passage à l'action prévention et de donner envie d'agir et de rendre autonomes les entreprises en s'appropriant les outils et démarches diffusés vers le plus grand nombre d'entreprises. Alors pour cela, nous avons adopté une approche par métier, un travail avec les organisations professionnelles, des outils, la mise en place d'outils complémentaires pour structurer la démarche, et enfin la mise en ligne d'outils gratuits et simples d'utilisation. Cette slide vous présente les éléments clés de l'offre de services mis à disposition pour le transport sanitaire. Ces différents outils, comme je l'ai dit à l'instant, sont gratuits et libres d'accès. Je vais vous présenter donc rapidement chacun d'eux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il peut y avoir deux portes d'entrée à cette offre de service, pardon. Deux portes d'entrée pour accéder à ces différents outils. Le site Amélie, qui présente les outils de façon générale, et le site de l'INRS, qui est plus orienté outils opérationnels. Afin d'évaluer l'ensemble des risques, comme m'a dit Alexandre tout à l'heure, le document unique va nous permettre de le réaliser. Donc pour cela, on vous propose l'outil OIRA qui va vous permettre donc d'élaborer le document unique d'évaluation des risques professionnels directement en ligne. Cette évaluation des risques professionnels est la base de toute démarche de prévention, quelle que soit la taille de l'entreprise. Il est important d'analyser les situations de travail réelles avec l'ensemble du personnel de l'entreprise. Cette slide
un peu chargé, certes, mais vous présente un exemple d'extrait d'un document unique. Dans la première colonne est notée l'activité ciblée par l'évaluation des risques, par exemple les risques liés à l'environnement de travail. Dans la deuxième colonne est décrit plus précisément l'activité en question. La troisième colonne définit si le risque évalué est maîtrisé ou pas. Et enfin, la quatrième colonne décrit la mise en œuvre des mesures. Nous avons mis en ligne un outil dédié au TPE de votre profession qui est construit sur les situations de travail de vos activités et sur des partages de bonnes pratiques. Bien entendu, le document unique n'est pas une fin en soi, c'est clair. Il doit déboucher sur un plan d'action adapté à l'entreprise pour transformer les situations de travail. Je vais vous présenter une petite vidéo qui va vous présenter les fonctionnalités de l'outil. Alors, l'avantage du direct. Ça va prendre quelques petites secondes. Ne vous inquiétez pas. Alors, c'est bon. Personnellement, je n'ai pas le son. Pour pouvoir utiliser OERA et télécharger un rapport ainsi qu'un plan d'action à la fin de votre évaluation, il faut d'abord s'inscrire en début de session. Ce compte, anonyme et gratuit, vous permet également d'accéder aux éléments sauvegardés l'année suivante pour les mettre à jour. Une liste de tous les risques propres à votre secteur est disponible en page d'accueil de l'outil. Elle peut être imprimée pour évaluer les risques directement au poste de travail avec vos salariés. À travers un questionnaire simple, vous sélectionnez les mesures déjà en place dans votre entreprise dans une liste prédéterminée. Pour certains risques, il est possible que vous ne soyez pas concerné. Dans ce cas, vous pouvez passer la question. Vous pouvez aussi ajouter une autre mesure qui ne serait pas listée. Sur cette base, vous évaluez si le risque présent dans votre entreprise est maîtrisé ou non. Si vous n'avez coché que la moitié des mesures proposées, vous pouvez supposer qu'il reste nécessaire d'ajouter de nouvelles mesures à votre plan d'action. Dans ce cas, cochez « Non », des mesures sont à ajouter au plan d'action. Vous pouvez alors sélectionner de nouvelles mesures standards qui seront ajoutées au plan d'action ou ajouter des mesures supplémentaires propres à votre situation de travail. Cliquez ensuite sur « Enregistrer et continuer » pour dérouler la suite du questionnaire. À la fin du questionnaire, il vous est encore possible d'ajouter un ou des risques supplémentaires qui ne seraient pas listés dans l'outil pour leur attribuer des mesures de prévention spécifiques. Sauvegarder. Cliquez ensuite sur « Enregistrer et continuer » et téléchargez le rapport que vous pouvez utiliser comme document unique sous la forme d'un fichier Word. Il récapitule, pour chaque risque identifié, l'ensemble des mesures soit déjà mises en place, soit à mettre en œuvre dans l'entreprise. Sur la même page, vous pouvez télécharger le plan d'action sous la forme d'un fichier Excel qui indique pour chaque mesure à mettre en place son calendrier, son budget ou la personne qui en est responsable. Votre entreprise sera la seule à pouvoir accéder à ces données. Rendez-vous sur www.inrs.fr/OERA pour découvrir les secteurs d'activité couverts par OERA. Alors, voilà, après cette petite vidéo, je vais reprendre la main sur les slides. Voilà, parfait. Donc, après cette petite vidéo, là maintenant, je vais vous présenter un outil pour agir suite à un accident du travail. Cet outil en ligne propose un guide d'utilisation pour aller sur le terrain afin de recueillir d'une part les faits et d'autre part se questionner sur l'enchaînement des causes
qui ont concouru à la réalisation de l'accident et également d'identifier les mesures de prévention adaptées pour éviter qu'un tel accident ne se reproduise. L'outil en ligne permet ensuite de compiler les éléments issus du questionnement, intégrer les spécificités de l'accident du travail analysé, car chaque accident est bien sûr unique. Enfin, cet outil va nous permettre d'élaborer un plan d'action adapté à la situation analysée. Le département formation de l'INRS propose une auto-formation constituée de 4 modules visant à acquérir des connaissances de base en santé et sécurité au travail et s'initier à des démarches de prévention des risques professionnels. Cet outil est disponible en libre service et est à destination de 2 publics cibles. D'une part, les salariés d'entreprise qui souhaitent s'initier à la prévention des risques professionnels pour avoir une culture de prévention de base, et également pour les formateurs en guise de prérequis afin d'accéder à des formations de formateurs. Pour cela, 4 modules sont disponibles et qui abordent les thèmes suivants. Le premier module, c'est initier. Le premier module, excusez-moi, il y a eu un souci par rapport au slide. Donc, le premier module, c'est de s'initier à la prévention des risques professionnels. Le module 2 est de comprendre les liens entre travail et santé. Le troisième module est de comprendre l'accident de travail. Et enfin, le quatrième module, c'est de participer à l'évaluation des risques professionnels. Pour toute information et les inscriptions, vous pouvez aller bien sûr sur le site de l'INRS par rapport au département formation, www.iformation tout attaché -inrs.fr. Il y a également dans l'offre de service un dépliant de sensibilisation au TPE-PME qui présente les principaux risques liés à l'activité de transport sanitaire ainsi que les chiffres clés en matière d'accident du travail et de maladies professionnelles dans ce secteur, qui a été montré par Brice tout à l'heure. Il rappelle également les principales situations à l'origine d'accidents du travail, ainsi que les solutions de prévention incontournables pour passer à l'action. Le cahier de l'accueillant peut vous aider à structurer l'arrivée d'un nouvel embauché. Il est constitué de plusieurs fiches à remplir en fonction de votre entreprise et de votre organisation. Il servira à la personne désignée compétente dans votre entreprise pour accueillir ce nouvel arrivant. Pour terminer, 2 fiches appelées « Comment bien choisir son matériel » seront disponibles en fin d'année, probablement courant 2022. La fin d'année étant proche. Le principe de ces fiches est de mettre en relief les points clés à prendre en compte dans la commande de matériel. 2 matériels seront ciblés en particulier, la chaise et le brancard à assistance électrique. Voilà, pour conclure cette dernière partie, vous avez donc toutes des outils à votre disposition pour construire et renforcer vos démarches de prévention. Nous vous invitons bien sûr à suivre l'actualité du programme TPE à destination de votre profession pour vous procurer les prochains outils dès qu'ils seront en ligne. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et je passe la main à Nathalie. Merci Jean-Xavier.
pour cette présentation. Merci, Brice, merci Alexandre. Donc nous arrivons à la fin de la présentation de ce webinaire. N'hésitez pas, donc là on a encore du temps à passer ensemble pour pouvoir répondre à vos questions, donc via le chat. Je vous rappelle que, ce webinaire donc est enregistré, donc avec votre inscription, vous aurez accès au replay, donc à peu près 2 heures après le live, hein, en retournant dans votre compte Webikeo. Nous mettrons également le lien vers ce replay, sur notre site internet, donc n'hésitez pas également à aller sur carsat-auvergne.fr et puis, il sera également sur le site amélie.fr entreprise et sur le, site INRS dans la rubrique transport routier de voyageurs, de marchandises, déménagement, messagerie fret, transport sanitaire. Donc voilà, vous aurez plusieurs endroits pour retrouver ce replay. En étant inscrit aussi, donc vous aurez cette présentation en téléchargement. Donc vous pourrez retrouver, tous les éléments que mes collègues ont présentés aujourd'hui. Juste pour, rappel également, par rapport à un éventuel besoin de documentation technique ou d'autres informations sur ce sujet, toutes les ont un espace, documentation, disponible. Donc n'hésitez pas à contacter votre caisse, à prendre rendez-vous ou à les contacter par téléphone ou par mail pour de la documentation technique. Alors je vais, maintenant regarder les questions que vous avez pu poser. N'hésitez pas, nous avons encore du temps. Donc je vois une première question. Les accidents du travail sont-ils plus fréquents dans les petites entreprises? Réponse? Oui, merci Nathalie, je reprends le micro. Alors, en fait, globalement, on peut dire que oui, sauf dans le cadre du transport sanitaire. En fait, en valeur absolue, effectivement, les TPE, là, donc les moins de 10-15 salariés, représentent l'essentiel, la plus grande partie des entreprises de transport sanitaire. Donc, en valeur absolue, effectivement, il y a plus d'AT. Maintenant, si on regarde en valeur relative, on se rend compte que l'indice de fréquence, qui est donc l'indicateur dont je parlais tout à l'heure, qui est le nombre d'accidents du travail avec arrêt pour 1000 salariés, eh bien, il est plus fort, il est plus élevé pour les entreprises de plus de 50 salariés. Alors, c'est un petit atypisme qu'on peut retrouver dans quelques autres secteurs d'activité. Alors, je n'ai pas l'explication là, évidemment, mais en règle générale, l'indice de fréquence est donc un peu plus fort vers les petites structures qui sont peut-être moins équipées, où il n'y a pas d'animateur sécurité, par exemple, il n'y a pas de responsable prévention. Donc, on va dire entre 10 et 20, il y a une sorte de pic au niveau de l'indice de fréquence, entre 10 et 20 salariés. Mais dans le cas du transport sanitaire, c'est un peu atypique, effectivement. Donc, cet indice de fréquence est plus fort pour les plus de 50 salariés, donc les plus grosses structures, qui doivent donc effectivement, du coup, prendre conscience de ça et peut-être prévoir, du coup, en interne, une organisation qui permet effectivement de mettre un peu sur le devant de la scène la prévention des risques professionnels. Voilà ce que je pouvais vous dire à ce sujet. Merci Brice pour cet éclairage. J'ai une deuxième question d'un participant. Il n'y a plus d'aide de la CARSAT pour les sociétés de transport sanitaire qui ont plus de 200 salariés. Donc, y a-t-il des aides de la sécurité sociale pour les sociétés de plus de 200, notamment pour les équipements spécifiques comme les brancards électriques? Alors, une réponse? Je veux bien répondre. Malheureusement, je vais faire des déçus. À l'heure actuelle, non, il n'y en a plus. C'est une réponse courte. Désolé. Effectivement, la réponse est courte, mais elle est apportée. Une troisième question. Subvention qui nous a été refusée. Donc, je suppose que la personne veut savoir pourquoi, ou en tout cas, quelle est la suite. Bah, Oui, alors bon, là, du coup, je ne sais pas pourquoi, quelle est la raison du refus. Donc, on a effectivement quelques aides financières, encore une fois, qui se limitent aux moins de 200 salariés pour les entreprises. Les aides financières plus simplifiées qu'on appelle SPTPE sur les moins de 50 salariés et donc les moins de 200 salariés, des contrats de prévention. Maintenant, je ne connais pas la raison, le motif du refus, mais effectivement, ça peut être un motif lié peut-être alors que ce n'est pas le bon matériel. Nous avons une liste, dans certaines aides financières, une liste fermée de matériel, et donc ça ne correspond peut-être pas. Peut-être qu'effectivement,
Ça peut être le document unique qui n'était pas à jour. Hein. Nous demandons pour nos aides financières effectivement que l'évaluation des risques soit bien faite en amont de façon à ce qu'il soit pertinent d'acheter tel ou tel matériel en fonction de son évaluation des risques et de là où on met les priorités. Mais là, effectivement, n'ayant pas accès au dossier particulier de la personne qui a posé les questions, je ne peux pas répondre plus clairement que ça. J'en suis désolé, mais voilà. Donc, il peut y avoir plusieurs raisons qui font qu'effectivement, une aide peut être refusée. Merci Brice pour cette question et cette réponse. N'hésitez pas, hein, vous avez encore le position. Peut-être mes collègues souhaitent redonner des précisions par rapport à d'autres éléments. Ah, arrive, donc c'est parfait, comme nous avons encore du temps. Alors, dans un métier comme le nôtre, où le planning change et évolue au fil des journées, comment faire? Peut-être plus Alexandre? Oui, alors je vais répondre à la question. Alors, en fait, dans votre métier où il y a souvent des aléas organisationnels, des modifications très fréquentes, le but, c'est d'essayer d'anticiper ces modifications, tous ces modifications de planning, tous ces aléas quotidiens qui arrivent, très très souvent. Le but, en fait, c'est d'éviter de mettre sur les épaules de l'ambulancier toutes les problématiques liées à ces difficultés de modification de planning. C'est lui qui va se retrouver face au patient et ces modifications, toutes ces problématiques risquent de lui retomber sur les épaules et de lui générer du stress en plus. Donc le but, sachant que vous les avez, ces difficultés, c'est de les anticiper au maximum et d'essayer de voir en amont comment organiser ce que je présentais tout à l'heure, s'organiser sur les prises d'appel, sur l'organisation des déplacements et ce genre de choses. C'est donc faire de l'anticipation et de la prévention pour éviter de générer ces stress supplémentaires. Merci Alexandre. Effectivement, le mot anticipation revient souvent. Je pense que c'est un maître mot en termes de prévention dans ce secteur. Une autre question. Alors, le refus pour l'aide, c'était pour une chaise. D'accord. Donc, effectivement, voilà, le refus pour l'aide, c'était pour une chaise avec le DU à jour et le suivi des AT, l'identification des AT dans l'entreprise. On n'a pas compris le refus. Voilà. Alors, je redonne la parole à Brice qui veut peut-être préciser une petite chose sur la question. Je repasse la parole à Brice. Juste pour compléter, effectivement, là, on n'est plus sur du domaine technique, mais sur du problème budgétaire. Il est possible aussi, j'ai oublié de le dire, effectivement, que nous avons donc, nous, CARSAT, un budget en début d'année qui va effectivement donc diminuer au fil de l'eau. Et là, nous n'avons plus de budget en fait en cette fin d'année sur les aides financières dites SPTPE. Donc, il est possible aussi évidemment que ce soit tout simplement une fin de budget et qu'on n'arrive plus du coup à subventionner les aides les plus tardives, on va dire, au fil de l'année. Voilà. Et tous les débuts d'année, on retrouve donc un budget initial pour relancer nos aides. Voilà. Donc c'est peut-être tout simplement un problème aussi budgétaire. Malheureusement, ça peut arriver. Ça peut arriver. Merci Brice pour cette précision. Nous n'avons pas forcément d'autres questions. Nous avons une information qui est importante. Alors, une question. Ah si, effectivement, une question, comme quoi les questions viennent au fil de l'eau. Question. Donc, aujourd'hui, nous rencontrons de plus en plus de transports de personnes obèses à transporter sans aucune prise en charge de l'assurance maladie. Comment? Bon, question pas très simple. Je regarde mes collègues. Quelqu'un veut prendre cette question? Allez, Brice. Hop, je rallume le micro, c'est mieux. Donc là, on parle effectivement de l'aspect bariatrique, les transports bariatriques. Alors, je ne connais pas trop le contexte de prise en charge, là, du coup, ce n'est pas notre métier par rapport à ça, mais simplement, effectivement, nous pouvons accompagner les entreprises à s'équiper pour ce type de transport bariatrique. Alors, on parlait de chaises assistance électrique ou de brancards assistance électrique. Il existe des dispositifs sur lesquels, alors, évidemment pas cette fin d'année pour, encore une fois, à cause de budget, mais ça fait partie des choses, effectivement,
que nous pouvons aider les entreprises à s'équiper. Alors, évidemment, pas toutes, on n'a pas les moyens, on n'a pas les budgets suffisants pour équiper toutes les entreprises, malheureusement, c'est bien dommage, mais c'est comme ça. Mais néanmoins, voilà, on peut quand même accompagner certaines entreprises qui souhaitent s'équiper. Alors, on est bien conscient que c'est un coût important, mais néanmoins, le confort apporté en termes de manutention, de manipulation est quand même assez intéressant. C'est pour ça que nous mettons effectivement ce type d'outils en avant. Merci Brice pour cette réponse. Nous avons une autre question qui est arrivée. Sur quelle base documentaire peut-on s'appuyer pour rédiger un accord de prévention dans le cadre du C2P? Question intéressante également, très précise. Est-ce que mes collègues peuvent donner un éclairage maintenant en live? Une question pas si simple que ça. Alors, il y a une consultation. On est en live, hein, donc on ne peut pas forcément répondre du tac au tac. Sachant que voilà, il nous reste quelques minutes hein, encore ensemble. On va pouvoir prendre encore quelques questions s'il y en a. Et puis de toute façon, nous restons à disposition si besoin après ce live hein, pour prendre d'autres questions. Alors, peut-être, voilà, la personne qui a posé cette question. Donc sur quelle base documentaire peut-on s'appuyer pour rédiger un accord de prévention dans le cadre du C2P? Voilà, mes collègues prendront un peu plus de temps pour répondre à cette question plus précisément. Donc, qu'elle n'hésite pas à laisser, ses coordonnées, donc peut-être pas via le chat parce que l'idée c'est pas de donner les coordonnées à tout le monde. Donc, une adresse mail, directement Sylvie. Alors Sylvie, notre modératrice, est en train de donner cette adresse mail dans le chat. Donc n'hésitez pas et pour cette question et pour d'éventuelles d'autres questions un petit peu plus précises sur des cas particuliers à envoyer vos questions après ce live. Il nous reste encore quelques minutes. Je vous laisse le temps de réfléchir encore si vous souhaitez, poser une question. Voilà, autrement, si vous n'avez vraiment pas d'autres questions, on va clôturer ce webinaire. Donc on vous remercie, pour votre participation aujourd'hui à ce webinaire, pour votre attention, pour vos questions également puisque, sans ces questions, voilà, on ne pourrait pas, vous éclairer et répondre plus précisément à vos besoins. Donc, c'est une chance. Vous avez aussi, participé à nos 2 quiz, donc, merci également. Le replay donc, je vous le rappelle, sera disponible, dans à peu près 2 heures après ce live et donc, disponible sur nos différents canaux. Je remercie mes collègues également ici présents, qui vous saluent et qui vous remercient pour votre participation et je vous souhaite une excellente journée et puis, peut-être à une prochaine fois dans un autre webinaire. Bonne journée. Au revoir.